Bonjour, nous sommes en live depuis InfoJeune Bordeaux où nous allons vous présenter un webinaire sur la recherche d'un logement et d'un job. Alors, pour vous présenter ce webinaire, je ne suis pas toute seule. Je vais laisser mes collègues se présenter. Moi, je m'appelle Noah et je suis volontaire en service civique. Et moi, je m'appelle Andy, je suis volontaire en service civique avec Noah. Et moi, je suis Corinne, chargée d'information et de documentation à InfoJeune Bordeaux. Mais on va attaquer par les jobs étudiants. Alors, le job étudiant, on a beaucoup de demandes de jeunes qui, au moment de leurs études, ont besoin de travailler, soit pour financer directement des études, un logement, mais ça peut être aussi financer un permis de conduire ou des vacances, tout simplement. Donc, les jobs étudiants sont très répandus. Il y a des possibilités de jobs dans toutes les villes universitaires en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont souvent des contrats à temps partiel. Alors, le temps partiel, ça peut être 5, 10 heures, 15 heures, 20 heures semaine. La base légale du travail est 35 heures semaine. On parle de temps partiel quand vous travaillez moins d'heures hebdomadaires. Voilà. Alors, souvent, les jeunes n'y connaissent pas grand-chose en droit du travail. Alors, et la première question… c'est à quel âge on peut travailler? Ouais. Quel est l'âge légal? L'âge légal, vous pouvez travailler dès 16 ans, même parfois moins, à partir de 14 ans, sur certains, pour du mannequinat ou autre. Mais là, on est vraiment à la marge. Donc, à partir de 16 ans, vous pouvez légalement signer un contrat de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, la plupart des employeurs préfèrent prendre des jeunes de plus de 18 ans pour une question de maturité, de responsabilité aussi, mais de réglementation, parce qu'entre 16 et 18 ans, vous ne pouvez pas faire d'heures supplémentaires, vous ne pouvez pas travailler la nuit. Voilà, il y a des contraintes pour les employeurs. Alors, il ne faut pas vous décourager, ce n'est pas impossible de trouver un job quand on a 16 ou 17 ans. Il ne faut pas hésiter à démarcher plutôt les entreprises ou les commerces de proximité qui seraient peut-être plus enclins à embaucher un jeune qui habite dans le quartier. Et combien on gagne Alors, combien on gagne? Le salaire minimum pour tout job, et vous aurez rarement plus, c'est le SMIC. Alors, le SMIC, je vais vous dire précisément, il est à 10,57 € brut de l'heure. En fait, ça correspond à 8,37 € net, c'est-à-dire ce que vous touchez réellement une fois que les charges sociales ont été enlevées. Alors, le SMIC, il augmente un petit peu chaque année, pas énormément. Mais cette année, voilà, 8,37 € de l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que quand on a moins de 18 ans, un employeur, il est en droit de vous verser un pourcentage du SMIC. C'est-à-dire que quand vous avez moins de 17 ans, entre 16 et 17, l'employeur ne vous verse que 80% du SMIC, et de 17 à 18 ans, c'est 90% du SMIC. Après, si vous avez déjà des compétences ou une petite expérience, mais rien ne vous empêche de négocier avec l'entreprise. Alors, votre salaire, il est versé chaque mois, ça c'est obligatoire, et il s'accompagne aussi d'un bulletin de salaire. Bulletin de salaire que vous devez garder précieusement tout au long de votre vie. Il faut les classer. Il faut les classer, oui. Pareil, parce que c'est pour après faire des déclarations. Oui, mais ces bulletins de salaire, ils vous servent, si vous avez eu un contrat qui est un petit peu de plus de 6 mois ou autre, ça peut ouvrir des droits aux allocations chômage. Ça justifie aussi que vous avez travaillé, et puis vous n'en êtes pas du tout encore là, mais bon, on peut y penser aussi pour la retraite, tout simplement. On va maintenant aborder les différents contrats de travail. Moi, la première fois que j'ai travaillé, je n'ai pas eu de contrat de travail. C'est normal ou… Aïe, non, là, ce n'est pas du tout normal. Alors, un employeur qui ne vous signe pas un contrat de travail, c'est à fuir. Vous devez avoir un contrat écrit, que vous ayez un job à l'année, un job d'été, qui soit à temps plein ou à temps partiel, vous signez un contrat écrit. C'est la preuve que vous êtes déclaré. Sans ça, c'est du travail illégal. Il faut faire attention. Je rajouterai une chose. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai regardé sur Indeed et il y avait justement
une personne qui cherchait pour faire une vidéo et c'était 2 mois de stage, sachant que c'est pas possible. Oui. Dans une autre. Alors, il peut y avoir effectivement, s'il y a une convention de stage, ça peut être un stage, mais il faut qu'il y ait une convention, que ce soit stage ou contrat, il y a un contrat qui est signé, convention ou contrat. Alors, il y a plusieurs contrats de travail qui existent. Le plus courant, c'est le CDI. Alors, le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée, comme son nom l'indique. Hein, il y a une date de début, il n'y a pas de date de fin. Souvent, ça, c'est des contrats que vous signez quand vous avez un job à l'année. Ensuite, c'est le plus courant, hein, le CDI. Ensuite, vous avez le CDD, le contrat à durée déterminée. Là, comme son nom l'indique, hein, il y a une date de début et une date de fin, c'est-à-dire que vous savez sur combien de temps vous vous engagez sur le contrat. Les entreprises utilisent ce contrat plutôt pour remplacer un salarié absent, qu'il soit en congé maladie ou en vacances. Après, vous avez le contrat saisonnier, qui est une forme de CDD, qui est souvent utilisé l'été dans des secteurs touristiques, en hôtellerie, restauration, tourisme. L'agriculture aussi propose beaucoup d'emplois saisonniers à l'année. Vous avez même un contrat vendange qui existe, qui est vraiment particulier pour la période des vendanges. Ensuite, si vous signez un contrat de travail avec une agence de travail intérimaire, vous aurez un contrat de travail temporaire. Hein, c'est des missions souvent de courte durée, mais ça s'apparente aussi au CDD. Pardon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin de chaque contrat, quand votre contrat se termine, l'employeur doit vous remettre certains documents, un certificat de travail pour attester que vous avez bien travaillé. Ça peut aussi vous servir pour une recherche d'emploi futur, justifiée d'une expérience. Un reçu pour solde de tout compte, ça veut dire qu'il vous a bien versé votre dernier salaire, il vous a bien versé votre prime de précarité si vous y avez droit et vos congés payés si vous ne les avez pas pris. Et enfin, une attestation de travail qui est à remettre à Pôle emploi. Mais là, si vous êtes étudiant, vous n'allez pas vous inscrire à Pôle emploi. C'est plus pour des personnes après qui s'engagent sur le marché du travail. Une petite chose à signaler pour les futurs étudiants, quand on combine, on associe études et job, beaucoup d'universités proposent à des étudiants qui sont salariés par ailleurs des aménagements de temps de travail, de planning. Donc ça, il ne faut pas hésiter, pour pas que ça nuise aussi à vos études, un job, il ne faut pas hésiter à contacter le secrétariat de l'université ou de l'école où vous êtes inscrit pour voir si vous pouvez en bénéficier. Moi, j'ai eu mon premier job en relation. Donc, si on n'a pas de relation, comment on fait? Alors oui, effectivement, la première démarche quand on recherche un job, c'est de faire jouer ses relations, comme l'a fait Andy. C'est-à-dire qu'il faut en parler autour de vous, vos proches, la famille, vos amis, les anciens collègues où vous avez fait des stages, à vos professeurs, voilà. Donc, les relations, ça joue beaucoup. Vous pouvez aussi aller sur vos réseaux sociaux et partager cette information en disant que vous êtes à la recherche d'un job. Ensuite, moi, je vous conseille aussi d'aller dans le réseau information jeunesse. Quand on n'a jamais cherché un job, ce n'est pas évident. Il y a un CV à faire, une lettre de motivation, il faut s'organiser dans ces démarches. Le réseau information jeunesse, c'est plus de 100 structures en Nouvelle-Aquitaine qui accompagnent les jeunes dans leur démarche, que ce soit une recherche de job, de logement, des informations sur les métiers, sur tout ce qui concerne leur quotidien. Et vous avez des chargés d'information jeunesse dans chaque structure qui peuvent vous donner des conseils, des bons plans et des astuces et vous aider dans vos démarches. Ensuite, vous pouvez faire de la prospection directe auprès, ça c'est fortement conseillé, auprès des entreprises, commerces ou restaurants. C'est-à-dire que vous avez votre CV, votre lettre de motivation et vous démarchez directement les employeurs en vous présentant. Vous pouvez aussi répondre à des offres d'emploi. Alors là, je ne vais pas vous citer tous les sites internet qui existent, ils sont nombreux. Il y en a quand même 2 à connaître. Le site job.pourlesjeunes.com, le site du réseau InfoJeunes Nouvelle-Aquitaine, où là, c'est un site qui est très, très particulier. Ce sont uniquement des offres d'emploi
job, petit boulot, à l'année ou pour l'été, pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est des employeurs qui postent des annonces où on ne va pas vous demander de diplôme en particulier ou une très grande expérience professionnelle. Dans le même style de site, vous avez le site du Crous qui s'appelle Jobavis, mais là qui est réservé aux étudiants de l'enseignement supérieur, où vous avez le même type d'annonce pour les étudiants à la recherche d'un petit job. Après, vous avez des sites comme Indeed, Le Bon Coin, il y en a plein d'autres. Monster, voilà, effectivement aussi, qui est très utilisé. Et une dernière chose, vous pouvez aller, si vous avez une idée d'entreprise ou un secteur d'activité qui vous intéresserait particulièrement, il faut aller sur les sites web des entreprises, parce que la plupart, ou sur leur page Facebook d'ailleurs, la plupart ont un onglet recrutement avec les annonces qu'elles proposent sur le moment. Est-ce que justement on peut travailler partout quand on est jeune, ou est-ce qu'il y a certains secteurs mieux que d'autres? Vous pouvez travailler partout, il n'y a pas de secteur interdit. Par contre, il y a des secteurs qui embauchent plus facilement des jeunes, tout simplement parce qu'ils acceptent de prendre des débutants ou des jeunes peu formés ou pas qualifiés forcément dans le métier. Alors, on peut citer l'animation, pour être animateur dans le cadre périscolaire, après l'école, les mercredis, les petites vacances scolaires ou encadrer des séjours vacances l'été. Bon, là, quand même, la plupart du temps, il faut le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. C'est un petit certificat que vous pouvez passer à partir de 17 ans et qui vous permet de travailler facilement l'été ou à l'année. Il y a le secteur des services à la personne. Donc ça, c'est un secteur très large. C'est à la fois la garde d'enfants périscolaires dans des familles, le babysitting, l'aide aux devoirs, les cours particuliers. On a beaucoup d'étudiants qui font de l'aide aux devoirs ou qui donnent des cours particuliers dans différentes matières. Et là, c'est vrai que les mineurs, par exemple, pour de l'aide aux devoirs ou autres, ils peuvent tenter leur chance auprès de particuliers qui recherchent des jeunes pour accompagner, aider aux devoirs leurs enfants. Pour les plus âgés, peut-être la restauration, l'hôtellerie-restauration. Alors là, c'est un secteur qui recrute surtout actuellement énormément pour des postes à la plonge, au service, commis de cuisine, hôtes d'accueil dans les restaurants. Ils sont vraiment en recherche de personnel et la restauration rapide, pareil, pour des postes d'équipiers polyvalents. Pensez, là, vous pouvez aller faire de la prospection directe, aller directement déposer des CV. Ensuite, vous avez la grande distribution, où là aussi, pour être employé libre-service, hôte ou hôtesse de caisse, travailler préparateur de commandes dans les drives, ils font beaucoup de contrats étudiants à temps partiel. Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent principalement, enfin pas principalement, mais qui a plus de chances de recruter des mineurs, justement? Oui, alors en plus des services à la personne, pour du babysitting ou de l'aide aux devoirs, l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur qui recrute, qui a des emplois saisonniers tout au long de l'année, en fonction des saisons agricoles. Et eux, par contre, ils acceptent de prendre des mineurs. Bon, le seul petit souci, c'est que les exploitations agricoles, en général, elles ne sont pas situées dans ou près des villes. Donc, il faut être mobile, avoir un moyen de locomotion, que ce soit voiture ou scooter, pour se rendre sur les exploitations. Il ne faut pas oublier non plus les forums Job d'été qui vont avoir lieu dans tout le réseau Reformation Jeunesse à partir du mois de mars, de maintenant. Ce sont des forums qui sont organisés avec des entreprises qui recrutent des jeunes pour l'été. Et le programme de l'agenda de tous ces forums est en ligne sur job-été.com. Alors, je crois que il y a des petits conseils. Voilà, les petits conseils d'Andy et Noah. Moi, un conseil que je peux vous donner, c'est se faire aider pour la lettre de motivation et le CV, ou le faire relire soit au prof, soit à une personne de votre entourage. Ou après, il y avait les job dating qui marchent très bien. En tout cas, il y a des campings, il y a toutes sortes d'entreprises. On en parlait tout à l'heure de restauration. Il y en a plein. Il y a plein de secteurs justement qui recrutent des étudiants.
Oui, puis il ne faut pas se décourager, c'est parfois difficile au début, mais faut voir ça comme un entraînement, faire le plus possible d'entretien, de la démotivation. C'est vraiment un entraînement au début plus qu'autre chose. Ça va finir par payer, il ne faut pas se décourager. Voilà, je crois que, pardon, on a fait le tour de toutes les questions autour de la recherche d'un job. Je ne sais pas, j'ai oublié de vous dire au début du webinaire que vous pouviez poser vos questions en direct sur la page Facebook. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va aborder peut-être maintenant la question du logement, la recherche d'un logement. Et puis, si vous avez des questions à poser, posez-les. On y répondra à la fin du webinaire. Alors, trouver un logement. En fait, beaucoup d'étudiants ont le fait de rentrer dans les études supérieures. Pour beaucoup d'entre vous, ça signifie aussi changer de ville et parfois même de région. Donc, il va falloir trouver un logement dans cette ville où vous allez étudier. Alors, un conseil, déjà, cherchez votre logement dès que vous savez dans quelle ville vous allez étudier. Dans beaucoup de grandes villes universitaires, c'est un produit rare et cher, donc il faut s'y prendre très tôt. Très tôt, mais c'est très dur parce qu'on a les résultats en fin août. Parfois, oui, je suis bien d'accord. Parfois, vous allez avoir les résultats début juin et puis d'autres fin août. Donc, dès que vous le savez, commencez vos recherches. Mais c'est vrai. Alors, quand on est boursier, si vous êtes boursier, c'est le Crous qui va vous proposer des logements en résidence universitaire. Donc là, c'est le Crous qui gère les démarches et les aides dont vous pouvez bénéficier. Attention, hein, pour bénéficier de ces résidences universitaires, il faut être boursier. Donc, il faut avoir fait une demande de bourse et de logement en remplissant le dossier social étudiant. Le DSE, le fameux DSE. En même temps que Parcoursup, il faut se connecter sur le site du Crous de votre académie ou sur étudiant.gouv.fr. Vous aurez tous les renseignements, toutes les informations pour remplir le dossier en ligne. En général, le dossier, vous pouvez le remplir dès le mois de janvier et c'est jusqu'au 15 mai. Donc, si vous ne remplissez pas cette demande de bourse et de logement, vous pourrez après plus difficilement, ou en tout cas, vous serez plus prioritaire si vous le faites après le 15 mai pour obtenir une bourse et surtout un logement. Mais quand on n'est pas boursier, on se débrouille comment? Alors, quand on n'est pas boursier, il va falloir aller chercher un logement dans le secteur privé. Donc, le secteur privé, c'est des résidences privées ou c'est des particuliers qui louent des logements. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, une location dans le privé, ça peut être un studio, un T1, que vous louez chez un particulier ou via une agence immobilière. Si vous faites le choix d'une agence immobilière, attention à bien vous renseigner sur les frais d'agence qui se montent souvent à environ un mois de loyer. Vous avez aussi la colocation qui se développe énormément dans les villes universitaires. Vous partagez un logement avec d'autres jeunes, d'autres étudiants. Vous avez aussi l'habitat partagé intergénérationnel. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. C'est une chambre chez une personne âgée, qui est indépendante et autonome, en échange de menus services et d'une compagnie. Donc là, il faut passer par une association qui fait l'intermédiaire entre vous et la famille. Mais c'est vrai que là, le montant du loyer, c'est 0 € ou très peu. Ça correspond aux charges. Ça peut être effectivement une solution très intéressante, notamment pour les mineurs. Parce que souvent, les mineurs, ils ont des difficultés à se loger dans des logements indépendants. Donc, l'habitat partagé intergénérationnel peut être une solution. Ensuite, vous avez les résidences privées, tout en un. C'est-à-dire que vous louez un studio, une studette, alors le logement est entièrement équipé, il y a tout, meublé, équipé, vaisselle, tout. Dans le loyer, la somme que vous versez tous les mois, il y a le loyer et toutes les charges qui sont comprises. Après, vous avez la chambre meublée chez l'habitant. Par exemple, nous, c'est là où on a le plus d'offres de logements. Donc, ce sont des familles, des personnes qui ont dans des appartements ou des maisons une chambre de libre et qui proposent de vous la louer
c'est une chambre indépendante, hein, mais vous partagez la salle de bain ou la salle d'eau et la cuisine et les pièces communes avec la propriétaire du logement. Ouais, après, ça dépend. Quelquefois, tu as justement une chambre avec une salle de bain et un toilette. Oui, oui, parfois elles sont même voilà, assez indépendantes. Hein. Vous pouvez même avoir une entrée privée et puis avoir une salle de bain privée. Ouais. Et enfin, pour les étudiants qui ont un contrat de travail, hein, qui travaillent, il y a des possibilités d'être hébergés dans des résidences sociales jeunes actifs ou les résidences habitat jeunes. Là, c'est sous condition. Je voudrais rajouter une chose. Il faut savoir qu'il y a plusieurs échelons quand on est boursier. Oui. Donc, on a plus ou moins une somme différente selon les échelons. Donc, pour les personnes les plus démunies, c'est un plus pour eux. Enfin, il faut le savoir. Oui. Petite question, où trouver les logements? Alors, ben oui, les annonces de logement. Comme je vous ai dit, c'est vrai que dans les grandes villes universitaires, c'est un produit rare et cher. Donc, vous avez de nombreux sites hein, de petites annonces. Il y en a beaucoup. Là aussi, je ne vais pas vous les citer. Je voulais vous citer quand même Locavits. Locavits, c'est comme Jobavits pour les jobs. Locavits, c'est le site du Crous où vous avez des offres de logement que pour étudiants. Donc là, c'est un site intéressant pour les futurs étudiants. Nous avons aussi quelques offres de logements, surtout de chambres, sur le site InfoJeunes Nouvelle-Aquitaine, logement.pourlesjeunes.com. Après, pareil, hein, vous avez d'autres sites comme je suis un jeune.com, Le Bon Coin, les sites des agences immobilières. Pour la colocation, là par contre, ça c'est intéressant, il y a des sites plus spécifiques où vous avez des offres de colocation comme Code Coloc, la carte des colocs ou appart-à-partager.com. Voilà. Et il y a des contrats un peu comme pour les jobs à ce moment. Ah ben oui, hein, quand vous rentrez dans le logement, hein, vous vous engagez, donc vous signez un bail. Le bail, il est signé entre vous et le propriétaire. Hein. Vous faites aussi un état des lieux et c'est un document qui est signé aussi de part et d'autre pour attester de l'état général de l'appartement que vous louez. Alors, un bail, en général, il est signé pour 3 ans quand c'est un logement vide et pour 1 an, enfin 9 mois, quand c'est un logement que vous êtes étudiant, 9 mois et que c'est un logement meublé. Alors, le bail que vous signez pour 3 ans, hein, vous n'êtes pas obligé d'y rester 3 ans, pas du tout. Vous pouvez à tout moment quitter le logement où vous êtes. Il y a juste des règles à respecter. Ça s'appelle il y a un préavis, hein, c'est-à-dire que vous devez avertir votre propriétaire 3 mois avant que vous quittez votre logement si c'est un logement vide et 1 mois avant si c'est un logement meublé. On a une question, on nous demande pas mal de documents pour louer un logement. Si on n'a pas de garant, comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des aides qui existent? Oui, alors justement, il y a plusieurs, je vais répondre hein, justement par rapport aux garants. Je vais vous citer là, les différentes aides qui existent pour tous les jeunes. Il y a d'abord l'aide de la CAF. Donc là, c'est une aide en fonction de la situation familiale, du logement et des ressources du foyer. Donc ça, vous pouvez faire une estimation sur le site caf.fr, hein, une simulation pour voir à quoi vous pouvez avoir droit. Alors la CAF, elle, c'est une aide qui va être versée tous les mois pendant toute la durée du logement. C'est vraiment une aide pour payer le loyer. Ensuite, si vous êtes lycéen boursier, ça peu de jeunes le savent, vous êtes au lycée, vous avez les bourses, et vous partez vous inscrire dans une autre académie, faire des études dans une autre académie que votre académie d'origine, le Crous peut vous verser une aide de 500 € pour vous aider aussi à financer un déménagement, un équipement, etc. Alors, pour financer le fameux dépôt de garantie qui est demandé par le propriétaire quand vous rentrez dans le logement, il y a l'avance Locapass. Donc là, c'est Action Logement qui gère ça, qui vous verse cette avance que vous remboursez ensuite petit à petit, mais c'est sur des sommes très faibles tous les mois.
Et en fait, ce dépôt de garantie, il sert à financer peut-être des manquements de votre part, comme ne pas pouvoir payer son loyer, et surtout aussi s'il y a eu des dégradations dans le logement quand vous le quittez, si le logement est laissé en mauvais état, le propriétaire garde cet argent pour faire les réparations, par exemple. C'est comment on appelle ça, une caution. Oui, alors le terme de caution, dépôt de garantie, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle souvent une caution. Et le terme exact, c'est dépôt de garantie. Il y a différents termes pour toutes ces appellations. Après, vous avez la garantie visale qui sert de garant. Alors, systématiquement, quand vous louez un logement, on vous demande un garant. Un garant, alors ça peut être vos parents, par exemple, ou un grand frère, une grande sœur ou autre, mais la plupart du temps, un garant, c'est quelqu'un qui a quand même des revenus réguliers et le propriétaire va accepter qu'il soit garant. Et ce garant, en fait, il sert, si jamais vous ne pouvez plus payer votre loyer, le propriétaire demande au garant de payer ce loyer à votre place. Voilà. Donc, c'est une assurance pour le propriétaire et en général, il demande un garant. Donc, si vos parents ou si vous n'avez personne qui peut se porter garant pour vous, la garantie visale existe. Et là, c'est vraiment une garantie pour le propriétaire, puisque c'est Action Logement qui se porte garant pour vous. Mais du coup, c'est pour tout le monde? Il n'y a pas des critères pour avoir le... Non, alors la garantie visale, voilà, elle concerne tous les jeunes de moins de 30 ans. D'accord. Soit étudiants, voilà. Et ensuite, l'avance premier loyer. Alors là, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place ce dispositif, c'est-à-de-dire que quand vous rentrez dans un logement, vous avez le premier loyer à payer, vous avez le dépôt de garantie qui correspond souvent à un mois de loyer, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Plus prendre l'assurance pour le logement, équiper un minimum ce logement, acheter des meubles ou autre. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'argent à sortir en même temps. Donc, l'eau, l'électricité, ouvrir les compteurs. Donc, l'avance premier loyer, voilà, elle est faite. C'est une avance aussi que vous remboursez, mais pour vous aider à financer le premier loyer. Après, on va commencer par... on a noté, moi et moi, des conseils pour justement éviter toutes sortes d'arnaques concernant les logements. Alors, il y a ne pas sauter sur la première occasion. Donc, la première annonce qui se passe, comme vous savez. Voilà, faites vraiment attention aux photos, visitez l'appartement aussi. N'envoyez pas d'argent sans même avoir visité l'appartement. Ne pas louer un logement de moins de 9 mètres carrés. Donc ça, c'est par rapport au droit. Oui, c'est-à-dire que un logement pour être loué doit faire au minimum 9 mètres carrés. S'il ne fait pas 9 mètres carrés, par exemple, vous ne pourrez pas bénéficier des aides de la CAF, tout simplement. Parce que ce n'est pas considéré comme un logement. D'accord, ce n'est pas considéré comme un logement. Et faites attention aux documents que vous demandez au propriétaire. Par exemple, il ne peut pas vous demander une copie de ton relevé de compte. Donc, ce qui est IBAN. Et après, quelques conseils, il faut s'y prendre très tôt, être très réactif. Et il faut essayer d'arriver à la visite avec son dossier complet. Parce que quand vous êtes 10 sur une annonce, c'est le premier qui va arriver avec son dossier qui va être pris. Donc voilà. Et ça me semble bon. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors, moi, ce que je voulais vous dire quand même, en complément de toutes les informations que l'on vient vous donner, vous pouvez consulter nos 2 guides, Trouver un logement et Trouver un job. Ce sont 2 publications du réseau InfoJeunes Nouvelle-Aquitaine que vous avez en ligne sur notre site infojeune-na.fr. Vous pouvez retrouver aussi ces guides dans toutes les structures InfoJeunes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a plus de 100 en Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez leur contact et leur adresse sur le site aussi infojeune-na.fr. Et vous avez aussi un serveur Discord animé par le réseau InfoJeunes Nouvelle-Aquitaine
où vous allez retrouver bons plans, conseils, astuces, que ce soit pour la recherche d'un job, d'un logement, pour les forums jobs d'été, mais aussi sur toutes les thématiques qui peuvent vous concerner au quotidien. Voilà. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. En tout cas, peut-être pas pour cette année, mais pour les années à venir. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire. Et un bon courage pour le logement. Et pour plus tard, le bac. Au revoir. Au revoir.